Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle histoire d'horreur. Connaissez-vous le célèbre film Scream? Eh bien aujourd'hui nous allons parler de l'histoire qui a inspiré ce film. En vous souhaitant un joyeux Halloween, bienvenue dans l'affaire de l'éventreur de Gainesville. Aujourd'hui, nous allons parler de Daniel Harold Rawlings, qui est un tueur en série américain. Nous sommes en 1954 dans la ville de Shreveport et aujourd'hui né de l'union de Claudia et James, le petit Daniel Harold Rawlings. Son père est agent de police et est violent avec la famille. Daniel n'a qu'un an et demi et se fait battre pour la première fois par son père parce qu'il n'aimait pas la façon dont il rampait. Daniel a désormais 4 ans et sa mère quitte le domicile familial à la suite d'une agression de son mari. L'année suivante, James passe au niveau supérieur. Dès que Daniel fait une bêtise, il n'hésite pas à l'attacher pendant de très longues durées pour le punir. Il est attaché à 6 reprises et la plus longue durée est de 6 mois. Un jour, son père va lui ramener un chien. Daniel noue une relation affectueuse avec l'animal, mais ce dernier va très vite décéder dans les bras de Daniel suite à de nombreuses tortures données par James sans réelle raison. Nous sommes désormais en 1963 et sa mère tombe dans une dépression nerveuse. Daniel redouble sa 3e année, équivalent du CE2 en France, à cause d'absences injustifiées et de maladies. Les conseillers d'orientation de son école le décrivent comme un enfant souffrant d'un complexe d'infériorité, avec des tendances agressives et un mauvais contrôle de ses impulsions. L'année suivante, James décide d'apprendre la conduite à Daniel, mais cela va encore mal se passer. En effet, Daniel est frappé et réprimandé pour ne pas avoir su utiliser l'embrayage lors de sa première leçon de conduite. Un an plus tard, en 1965, Daniel va assister à une énième dispute conjugale entre ses parents. Sa mère, dépressive et fatiguée d'être battue trop souvent, s'ouvre les poignets et s'enferme dans la salle de bain. James continue de lui crier dessus à travers la porte sans se soucier de l'état physique et moral de sa femme. Daniel se retrouve donc face à sa mère ensanglantée, gisante sur le sol. Par chance, elle a été hospitalisée à temps. Les disputes conjugales vont continuer, il en est de même pour les violences dans la famille, mais un jour Daniel essaye d'empêcher son père de battre sa mère. Mais sans succès, il ne fera que subir encore plus de violence de ce dernier. C'est durant ces années d'adolescence que Daniel va commencer à fantasmer sur la violence sadique, avec des fantasmes de plus en plus violents sexuellement. Et il va être arrêté à plusieurs reprises pour des cambriolages, des vols ou encore du voyeurisme. Comme vous pouvez le voir, Daniel n'a pas eu un début de vie très joyeux, mais désormais il est adulte et il doit commencer à faire sa vie seul. Le seul problème, c'est que psychologiquement parlant, il est détruit. Il va rapidement se fiancer avec Sondra London, qui est elle-même l'ex-petite amie d'un autre tueur en série, Gerard John Schaffer, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Les premiers événements macabres de Daniel sont en 1989. Nous sommes le 4 novembre et Daniel va commettre un triple homicide dans sa ville natale. Thomas Grimson, âgé de 55 ans, sa fille Julie, âgée de 24 ans, et son petit-fils San, âgé de 8 ans. La famille est attaquée dans sa maison vers 18h20, tout juste au moment du dîner. Les cadavres sont découverts 2 jours plus tard, après que la mère de San, qui devait récupérer son fils, ait contacté la police suite à de multiples appels téléphoniques infructueux envers la maison de son beau-père. La police demande donc aux voisins de vérifier si la maison n'est pas verrouillée de l'intérieur. Ce qu'ils vont faire est découvrir la scène de crime. En ouvrant la porte de la buanderie, ils découvrent le corps inanimé du père, poignardé à de multiples reprises dans le dos et le torse. Le cadavre de San est retrouvé dans le salon face contre terre. Il a aussi été poignardé dans le dos, à la différence que la lame est ressortie par la poitrine. Et pour terminer, le cadavre de la jeune fille, qui a été poignardée à 3 reprises, est victime d'une mise en scène. Elle a été nettoyée avec du vinaigre et suspendue partiellement nue à un lit. Daniel n'a laissé aucune trace permettant de remonter sa piste sur les lieux du crime et après de nombreuses recherches, la police est obligée de classer l'affaire comme non résolue. Daniel échappe donc à la police pour la première fois. Un an plus tard, en mai 1990, Daniel va tenter de tuer son père durant une dispute familiale. Son père a réussi à maîtriser Daniel au prix d'un œil et d'une oreille. N'ayant pas connaissance des pulsions meurtrières de son fils en dehors du domicile familial, le père ne va rien dire à la police et Daniel échappe encore une fois à l'arrestation. Quelques mois plus tard, en août 1990, il va commencer à commettre des meurtres en série dans la ville de Gainesville. Ses cibles, des petites étudiantes blanches brunes aux yeux bruns. Le vendredi 24 août,
Tôt le matin, Daniel entre dans la colocation de Sonja Larsson et Christina Powell, deux étudiantes de 17 ans fraîchement débarquées à l'université. Il trouve Sonja en train de dormir paisiblement dans sa chambre. Il la tue en fermant sa bouche pour éviter tout cri de cette dernière et en la poignardant à mort. Il continue sa croisade en trouvant Christina endormie sur le canapé où il lui scotche la bouche, attache les poignets dans le dos et déchire ses vêtements. Il la viole face contre terre avant de la poignarder 5 fois dans le dos. Et pour terminer son œuvre, Daniel place les deux cadavres des filles dans des positions sexuellement provocantes. Le lendemain, le samedi 25 août, Daniel entre par effraction dans l'appartement de Christa Hoyt qui est âgée de 18 ans. Il va très vite se rendre compte que l'appartement est vide et va attendre le retour de Christa calmement dans le salon de cette dernière. Lorsque Christa rentre, le drame commence. Daniel la prend par surprise par derrière et l'étrangle. Une fois maîtrisé, il scotche sa bouche, attache ses poignets dans le dos et la conduit dans sa chambre. Et comme la victime de la veille, Christina, il la viole face contre terre avant de la poignarder à mort. Et pour terminer son œuvre, Daniel décapite le cadavre de Christa et dépose sa tête sur une étagère en face du cadavre. Les meurtres commencent à attirer l'attention des médias. De nombreux étudiants de Gainesville commencent à prendre des précautions supplémentaires, comme changer leur routine quotidienne ou dormir en groupe. La psychose étant déclenchée très tôt dans le semestre d'automne, certains élèves se désinscrivent de l'université ou demandent carrément à être déplacés dans une autre école. Le lundi 27 août, Daniel entre par effraction dans la colocation de Tracy Powell et Manuel Taboada. Tous deux âgés de 23 ans, il emploie la même technique que chez Christa Hoyt. Il réveille Manuel et le tue dans sa chambre. Ce n'est pas sa cible principale. Entendant l'affrontement, Tracy descend et tombe sur Daniel. Elle décide donc de courir et de se barricader dans sa chambre. Mais Daniel parvient à franchir le seuil de sa porte. Il lui scotche donc la bouche, lui attache les poignets dans le dos, lui déchire ses vêtements, la viole avant de la retourner pour la poignarder dans le dos à 3 reprises. Daniel met en place le cadavre de Tracy mais laisse celui de Manuel dans la même position dans laquelle il a été tué car ce n'est pas une cible voulue. Les meurtres sont très vite liés entre eux par les méthodes d'exécution macabres semblables. De plus, hormis Manuel qui est un homme, toutes les victimes sont physiquement semblables. Femmes blanches et brunes de petite taille aux yeux bruns. Ces meurtres vont lui valoir le surnom de l'éventreur de Gainesville donné par les médias. Un premier suspect va être identifié, Edward Humphrey, un étudiant de l'université de Floride, commune avec celle de 4 étudiantes tuées. Il est âgé de 18 ans, il a des antécédents d'une maladie mentale et a des cicatrices sur le visage. Il a tout pour être le suspect idéal aux yeux de la population. Mais le vendredi 7 septembre 1990, Daniel est arrêté à Ocala, à une 50aine de kilomètres de Gainesville, pour un cambriolage. À ce moment, la police ne sait pas que c'est lui le meurtrier, car il est seulement arrêté pour cambriolage. Mais les enquêteurs finissent par faire le lien entre les outils du cambriolage et les différentes traces que Daniel a laissées sur les différentes scènes de crime. De plus, la police a réussi à trouver où il vivait. Il était isolé dans un petit campement boisé proche des résidences des étudiantes. Et dans ce campement, la police va retrouver des enregistrements vocaux de Daniel parlant de ses crimes. Il est donc inculpé en novembre 1991 pour meurtre. Il est jugé 4 ans après les événements de Gainesville. Daniel explique devant le procureur du comté d'Alachua que le mobile de ses meurtres en série était de devenir une superstar comme Ted Bundy, un très célèbre tueur en série. Nous sommes donc en 1994 et avant même que son procès commence, il plaide coupable pour tous les chefs d'accusation pour lesquels il est retenu. Il avoue donc les 5 meurtres et est condamné à la peine de mort le 20 avril 1994. Il est exécuté par injection létale et est déclaré mort le 25 octobre 2006 à 18h13. Il n'a montré aucun signe de remords, ne fit aucune dernière déclaration et refusa de présenter ses excuses aux proches des victimes, dont beaucoup assistaient à l'exécution en tant que témoins. Il mourut en chantant un hymne évangélique qu'il avait lui-même écrit, et peu avant son exécution, il a avoué les meurtres de la famille Grimson à Shreveport qui ont permis de conclure l'affaire. Alors voilà, c'est ici que s'arrête l'histoire de Daniel Harold Rawlings, ou encore connu sous l'éventreur de Gainesville. C'est une histoire où on peut encore voir que l'enfance a beaucoup joué sur le comportement de la personne. Donc on se rend compte que l'éducation que peut subir un enfant ou les violences qu'il peut subir peut totalement changer sa vie pour le futur. Si jamais vous souhaitez ajouter quelques détails à l'histoire, n'hésitez pas à le faire en commentaire, c'est fait pour. Et en tout cas, si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. Je vous souhaite encore un joyeux Halloween et en attente de nouvelles histoires, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Sloky, peace.